Merci beaucoup à la Fondation de l'Innovation pour la démocratie de m'avoir associée à ce moment. Je m'appelle Bessa Toukane, je suis militante féministe sénégalaise. Je suis présentement doctorante à l'Université de Paris et je travaille sur la construction des masculinités sénégalaises. L'article que j'ai soumis est un mix de mon mémoire de Master 2 que j'avais fait, de l'enquête que j'avais faite lors de mon mémoire de Master 2 sur les masculinités sénégalaises d'un point de vue politico-religieux. Et c'est aussi un bout de ma thèse qui est en cours, qui porte sur les masculinités et sous le point de vue médiatique. C'est dommage que je ne puisse pas projeter. Alors, je vais commencer par dire qui suis-je dans la règle et comment est-ce que je transforme la règle. Parce que schématiquement, je vois la recherche que je suis en train de mener et je me vois comme une lutteuse qui est dans la règle. On nous parle de la standpoint theory, de la théorie du standpoint, pour dire qu'il faut s'inclure dans la recherche. Il est vrai qu'on parle beaucoup de neutralité axiologique, mais et de la distance que le chercheur ou la chercheuse doit avoir par rapport à son sujet. Mais moi, je me vois comme une militante féministe sénégalaise, comme une jeune femme sénégalaise qui travaille sur les masculinités. Je ne vais pas refaire l'histoire, je parle sous le contrôle de Tata Fatou Sow. Je ne vais pas faire l'histoire de la sociologie du genre africaine et particulièrement sénégalaise, mais sa génération, les générations qui ont précédé, ont travaillé sur les femmes et pour combler un vide sociologique, scientifique. Et ensuite, presque toute la littérature de la sociologie du genre africaine, c'est la sénégalaise, a porté sur les femmes. Lorsque je travaillais sur mon mémoire de Master 1, qui a porté sur la réception de la théorie de l'intersectionnalité dans le féminisme sénégalais, j'avais l'impression, au terme de l'enquête, d'être arrivée à mon seuil de saturation. Et ensuite, lorsque j'ai intégré le HESS, l'école des hautes études pour les sciences sociales, et que j'ai eu un séminaire qui s'intitulait la théorie des masculinités, et que j'ai été confrontée à la théorie d'Erin Connell, qui est une sociologue australienne, et qui a théorisé la masculinité hégémonique, c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Dans la sociologie du genre sénégalaise, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'études sur les masculinités, parce que l'IFOR a coordonné il y a quelque temps un dossier sur la masculinité positive, très problématique, mais ce n'est pas le sujet de mon propos. Et Cheikh Sakho, qui est à l'UGB, a fait aussi une étude sur les masculinités sénégalaises, mais sous le point de vue de la lutte. Donc je me suis dit que là, ma recherche trouvait tout son sens. Donc du coup, comment est-ce que je transforme la règle? Au terme de cette thèse, que j'espère finir très bientôt, je pense que la recherche que je mène sur les masculinités pourra apporter un plus, une pierre à l'édifice par rapport à ce qui se fait déjà. Erin Connell définit la masculinité hégémonique comme étant la configuration des pratiques de genre visant à assurer la perpétuation du patriarcat et la domination des hommes sur les femmes. Et elle est liée à la notion de l'hégémonie de Gramsci. Lorsque je faisais mon mémoire de Master 2, j'ai fait une quinzaine d'entretiens et donc j'ai interviewé des hommes politiques de la PR et du PDS et du Parti socialiste et des hommes religieux musulmans dont l'islam confrérie était la religion qui m'intéressait, qui étaient des Tidjanes et des Mourides. Et avant cela, l'observation plus ou moins participante que j'ai faite au Sénégal entre 2016 et 2018, lors d'événements religieux tels que le Magal et le Gamou, qui est la nuit de célébration de la naissance du prophète Mohammed, je suis arrivée au constat, et là c'est ma première hypothèse, que lors d'événements officiels, on ne voyait que des hommes. Où étaient les femmes dans l'arrière-garde, dans le Caire? Et les élections présidentielles de 2019, il y avait une seule candidate féminine en lice, c'était Al-Sal. Il y avait le système de parrainage, elle n'a pas réussi à passer le cap des parrainages. Et en remontant le cours de l'histoire politique du Sénégal, on a eu deux femmes chefs de gouvernement. Mama Boy en 2000 et Aminata Mimi Touré. Et pour une durée d'1 an. Qu'est-ce que ça dit? Je suis arrivée à la deuxième hypothèse qui dit que la politique et la religion sont des sphères de perpétuation de la domination masculine.
Et lorsque j'ai fait l'enquête, au-delà même de leur position dans la religion, dans la politique, dans la sphère de la conjugalité, dans les rapports avec leurs filles, avec leurs collègues féminins, quelle était la position de ces hommes-là, qui ne se voyaient pas forcément en tant que dominants. Et c'était intéressant de les interroger sur, déjà à la mention sociologie, genre, je voyais qu'il y avait des rigidités et des hésitations. Moi, jeune femme, et la tranche d'âge que j'ai interviewée, c'était des hommes partant de 50 voire plus, ayant acquis un seuil de notabilité, ayant de fortes responsabilités. Et les deux faits sociaux que sur le Maghreb et le Gabon observés m'ont amené à la sphère que j'étudie en ce moment dans ma thèse, qui est dans les médias mainstream. Au départ, je voulais étudier la télévision, les réseaux sociaux, parce que j'avais commencé une recherche, on a forcément beaucoup d'ambition, mais j'ai restreint à la presse mainstream et à la presse écrite. Pourquoi la presse écrite? Parce que les balises temporelles de ma recherche sont les années 2010, donc 2012 et 2022. En 2022, on a eu une affaire en tout cas, c'est pas la première affaire de violence sexuelle au Sénégal, mais c'est une affaire sexuelle qui a été très médiatisée. L'affaire Chéri Lepsec, qui a opposé Chéri Lepsec, le journaliste de Jeune Afrique à l'époque, et Aïssata Tall. Et en ayant observé cette affaire-là, je me suis beaucoup intéressée au traitement médiatique de la presse écrite. Comment est-ce que la civilisation a été faite? Comment est-ce que les hommes et les femmes sénégalais réagissaient par rapport à cela? Comment est-ce que les confrères et les consoeurs de Chéri Lepsec, qui était un journaliste à l'époque qui bénéficiait d'un capital social, culturel très élevé, ont traité cette affaire-là? Entre le déni et une espèce de corporatisme. Et ensuite, lorsque l'affaire se termine et qu'il sort de prison, il écrit un ouvrage, que je pense que tout le monde connaît ici, Des blocs qui étranglent le Sénégal. Et la victime, elle a disparu de l'espace médiatique. Et donc je me suis dit que la presse écrite, c'était aussi un espace de renforcement de cette domination masculine-là. La pré-enquête que j'ai faite il y a quelques mois sur les masculinités médiatiques sous le sceau de la presse écrite, j'ai interviewé. Ma recherche s'inscrit en 3 temps. Je vais d'abord interviewer des journalistes hommes et femmes, je suis en train de le faire là. Ensuite, je vais fouiller les archives entre 2012 et 2022 pour parler un petit peu de ma méthodologie, pour voir comment est-ce que les quotidiens que sont Le Soleil, L'Observateur, Le Quotidien, Réunis Quotidien, Intelligence Magazine et Enquête Plus, qui sont les quotidiens les plus lus en termes de vente, titrent les faits de violence sexuelle. Quels sont les hommes mis en avant? Comment est-ce que ces hommes occupent les canaux médiatiques et où sont les femmes? J'ai fait une dizaine d'entretiens et c'est tous ces journalistes qui ont fait leurs études au CESTI, qui est l'une des écoles de journalisme les plus connues. Et j'ai mis le focus sur les affaires Alissar et l'affaire Chéri Lepsec. Et je vois que ce soit l'affaire Chéri Lepsec ou l'affaire Alissar, je vois qu'il y avait un maintien des représentations genrées. Parce que l'on soit un homme ou une femme, on se rend compte en les interviewant, les réponses qu'ils m'ont données. J'ai des grammaires d'images que je ne puisse pas les montrer. Les propos qui reviennent souvent, qu'il y avait un acharnement injustifié envers les accusés, que c'était une relation consentante. Comment elle était habillée en allant retrouver ces femmes qu'il a violées. Qu'il y avait beaucoup d'hésitation, qu'on voulait détruire la vie de cet homme et qu'il fallait prendre avec des pincettes ces affaires-là. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que la presse écrite, on parle de la presse comme étant le 4e pouvoir, est aussi un lieu de perpétuation de cette domination masculine-là. Ce qui m'amène à... Alors, les limites de mon sujet, comme je l'ai dit au début de mon propos, faire une étude scientifique sur les masculinités, c'est une expérience, on va dire, un peu expérimentale, compliquée. La difficulté à entrer sur le terrain. Mes activités au sein du réseau des féministes du Sénégal m'a permis d'avoir un petit réseau journalistique, mais je me suis rendu compte que lorsque j'ai fait un petit déplacement et qu'il s'agissait de les interroger pour ma recherche, le rapport a changé. Entre ceux et celles qui me demandent de leur envoyer des questions, je dis, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas votre consoeur, ce serait juste une conversation. J'ai tout fait de mettre à côté les mentions genre
et sociologie. Parce que je sais que, pas le fantasme, mais la rigidité, tout le rejet des questions liées au genre. Et quand on parle de genre, on parle encore du genre au singulier. La difficulté et la contradiction que j'ai remarqué aussi, c'est la difficulté à les faire parler, de faire médiatiser. Il y a un journaliste que j'ai interviewé qui couvrait l'affaire Alissar, qui partait au tribunal tous les jours, mais je voyais comment il a édulcoré son propos pour ne pas en parler. Et donc, ce qui m'a amené à dire que là, je tiens le bon bout et que cette recherche a toutes ses chances d'aboutir. Et donc, au terme de cette recherche-là, j'espère apporter un plus dans les gender studies africaines, particulièrement sénégalaises. Merci beaucoup.